j'écris, je lis, je marche, je fais du sport et j'ai des bonnes discussions. Un start-upper, au final, à un moment, il a une vision du monde, il part d'une idée et il la met dans le monde. Comme un philosophe, il crée des concepts et les concepts, après, ils prennent ou ils prennent pas. Oussama Ammar, par exemple, il vient d'un background de philosophie, il a fait des études de philo. La moitié de son livre, c'est comment gagner de l'argent, comment devenir riche. L'autre moitié, c'est comment être heureux. Il développe une philosophie du bonheur. Pour être un peu plus précis, ils auront plus de contexte, ils peuvent découvrir des philosophies aussi, voilà, c'est le stoïcisme, épicurisme, Montaigne, Nietzsche, voilà, c'est des philosophes que je peux leur faire découvrir ou ils vont découvrir avec d'autres. Le fait est que tu as des dizaines de milliers d'abonnés sur LinkedIn, tu as aujourd'hui 10 000 personnes qui te suivent sur ta newsletter, et en fait je me rends compte que je me suis trompé. Ça veut dire que la réalité c'est qu'il y a des gens qui t'ont suivi, et il y a des gens qui sont intéressés, et qui sont intéressés à vivre une vie à la fois philosophique et entrepreneuriale. Alors salut Jean-Charles. Salut Emmanuel. Moi je suis très content de te recevoir. Bon, même de te voir en vrai. de te voir en vrai. En fait ça fait longtemps que je te connais, mais effectivement à visio. Et puis là, bon, je te reçois. Et en plus, c'est la première fois que je fais un podcast où je joue le rôle d'intervieweur. Donc, c'est une double première, parce que je te vois en vrai aussi. Tu as raison. Bon, toi, tu as l'habitude. Parce que toi, tu as ton propre podcast et tu as été déjà plusieurs fois interviewé. Donc, tu as l'habitude de ça. Après, la dimension studio, même ça, j'en ai fait récemment. Donc, je connais, mais c'est toujours un petit peu différent que du podcast audio. Je trouve ça très bien que le podcast soit en vidéo maintenant. Mais ouais, moi je trouve aussi que c'est sympa. On n'est pas obligé de regarder d'ailleurs. Ils peuvent juste nous écouter, les auditeurs. Mais il y a plusieurs raisons qui m'ont fait penser à toi, de me dire j'aimerais bien que mon premier invité soit Jean-Charles. Alors d'abord parce que je te suis depuis longtemps, mais il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas. Et en même temps, il faut le dire, tu m'as accompagné, j'ai fait du coaching avec toi. Tu m'as pas mal aidé. Je raconterai un peu plus tard voilà, ce que ça m'a apporté. Et en plus, tu sors un livre, donc je vais le montrer quand même, le bouquin, parce que tu sors un bouquin qui sort dans quelques jours. Donc là, c'est un pur hasard, mais il y a un bouquin de Jean-Charles qui sort, qui s'appelle La vie intentionnelle, qui sort début septembre. C'est quoi la date déjà ? 7 septembre. 7 septembre. Et du coup, bon, j'ai eu l'occasion de lire le livre avant de venir, en avant-première. On va en parler. Mais avant de rentrer dans les détails du livre, de ton travail, de ton parcours, etc., raconte-moi un peu ce que tu fais aujourd'hui, et puis remonte un peu en arrière. Il y a quelques années, raconte-moi un peu ton parcours, ce que tu fais. Ouais. J'aime bien me définir en racontant un petit peu à quoi ressemble une de mes journées. C'est un peu ma journée idéale. Et tu vois, si je parle de mes journées, en gros, j'écris, je lis, je marche, je fais du sport et j'ai des bonnes discussions. En gros, c'est un peu les 5 choses que j'essaie d'avoir tous les jours. C'est la journée minimum viable. C'est un des concepts que je développe dans le livre d'ailleurs. Et ça caractérise vachement bien au final ce qui est pour moi une bonne journée. Donc, une journée personnelle, parce que c'est pas la bonne journée de tout le monde, évidemment. Chacun peut construire la sienne. Mais en tout cas, moi, ma bonne journée, elle est pas loin de la tienne. Elle est pas loin, j'en doute pas. Mais c'est pas ce que je fais. Vas-y, donc tu fais ça, c'est ta bonne journée. Ça, c'est ma bonne journée. Et c'est globalement la majorité de mes journées sont construites autour de ces activités. Et les activités concrètes que je fais derrière ça, donc j'ai écrit un livre effectivement récemment, donc auteur, écrivain, peu importe le nom qu'on met derrière. Je coach des solopreneurs et des dirigeants de start-up avec beaucoup plus maintenant de solopreneurs, donc des gens qui travaillent sur un business autour de leur passion, autour d'une expertise et qui développent une marque personnelle pour justement en fait faire des leviers. On en reparlera peut-être certainement, mais avec le code et le média, voilà les 2 super outils de notre époque. Et je crée du contenu tous les jours, donc créateur régulier, donc principalement sur LinkedIn, et j'ai une newsletter aussi qui s'appelle Dans la tête d'un philopreneur, que j'ai depuis 5 ans quasiment maintenant, alors que ça s'appelait Dans la tête de JCK avant, mon acronyme, enfin mes initiales. Mais donc voilà, donc ça c'est principalement mes activités concrètes. Et avant cela, j'ai eu plusieurs phases, si tu veux que je développe un petit peu pour le background. Je sais pas si c'est ça, ouais. si tu veux que je développe, mais en gros j'aime bien dire que alors que là j'ai 32 ans, à 16 ans, donc à 16 ans, j'ai divorcé de l'école, j'ai divorcé un petit peu de la vie par défaut, de la vie classique. Et je ne m'y retrouvais pas en fait dans le système scolaire classique. J'avais pas mal de problématiques, on va dire, avec ce que les adultes me montraient de ce qu'allait être la vie après les études. Et du coup, j'ai essayé de trouver mon propre chemin. C'est un peu une quête que j'ai depuis la moitié de mon existence maintenant. Et j'ai fait plusieurs activités pour essayer de toujours me rapprocher un peu plus de ma propre vérité, de mon propre chemin. Une première partie, c'était joueur de poker online. Ça m'a permis de m'émanciper, ça m'a permis de gagner un petit peu d'argent aussi assez jeune. Ça m'a appris énormément de choses sur moi-même et sur une forme d'émancipation, d'entrepreneuriat, notamment grâce à du coup, le poker en ligne. J'ai eu une deuxième phase où j'étais dirigeant de start-up. Donc, j'ai fait pendant 4 ans une boîte qui s'appelait Fetch, qui était une boîte, du coup, un Deliveroo, un Uber Eats des villes entre 100 000 et 200 000 habitants en France. Donc ça, j'étais le dirigeant, j'ai fait ça pendant 4 années.
J'ai fini par vendre la boîte à une filiale de La Poste, Stuart Restoin. Et donc c'était fin 2018. Et là, depuis 4-5 ans, ma vie, elle est plus, de ce que j'ai dit précédemment, en fait, beaucoup plus dans l'écriture, beaucoup plus dans l'accompagnement, le coaching. Moi, j'adorais déjà conseiller des start-upers, entrepreneurs quand j'étais moi-même dans ma start-up. Donc voilà, c'est beaucoup de lecture. Encore une fois, je ne vais pas répéter, mais c'est tout ce que j'ai dit, en fait, un peu ma journée idéale. Et ça s'est fait par itération. Et maintenant, donc voilà, c'est une vie un peu plus intellectuelle, un peu plus penseur qu'entrepreneur. Même si là, je pense qu'une fois le cycle du livre sera terminé, je vais me remettre un petit peu dans un nouveau cycle un peu plus business. Et voilà, donc je ne sais pas si on va en parler plus tard, mais je réfléchis à des projets, voilà, notamment autour de la philo, mais que j'aimerais plus axer entrepreneuriat. En fait, c'est bien, tu nous as dit pas mal de choses sur ton parcours, mais il y a quand même voilà, le terme là, que tu viens de dire, le terme philo, parce que normalement, c'est complètement opposé à l'univers entrepreneurial classique. Moi-même, en fait, c'est ce qui m'a fait m'accrocher à ton parcours, et quand je t'ai découvert en ligne, par rapport à grâce à tes contenus, c'était pour moi peut-être la première personne, j'ai pas beaucoup d'exemples en fait d'autres personnes, c'est la première personne qui mêlait complètement philosophie et entrepreneuriat, et ça pour moi c'était assez, on va dire, exceptionnel, et parce que moi j'ai toujours aimé la philosophie, toujours été un grand lecteur de philosophie, toutes sortes de niveaux, mais pour moi ça n'avait rien à voir, et c'était pas possible de concilier les deux. Et en fait, d'une certaine façon, j'ai découvert qu'on pouvait le faire, et tu m'as permis aussi de découvrir Naval Ravikant, qui lui aussi n'hésite pas à faire jouer un petit peu les domaines, c'est-à-dire de parler et de philosophie ou de sagesse au sens large. Parce que bon, là, tu vas nous dire un peu plus sur ce que tu entends par philosophie entrepreneuriat, mais c'est vrai que dans tes contenus, depuis quand même pas mal d'années, tu parles de philosophie et comment la philosophie, elle t'aide aussi à entreprendre. Mais du coup, moi, je sais que tu as ce terme, en tout cas, de philopreneur. Je pense que c'est le seul qui l'utilise. Mais voilà, si tu peux nous définir un petit peu plus ce que tu entends par philopreneur et comment tu concilies un peu philosophie et entrepreneuriat. Alors, philopreneur, c'était, on va dire, la manifestation d'un besoin qui était de créer un petit peu mon manifeste. Je lisais le livre de Victor Ferry sur la rhétorique il y a 3 ans. Et je me suis rendu compte, en fait, que j'avais besoin de mettre sur papier un petit peu ma vision du monde, en partant de ma propre expérience, mon propre regard sur la société, ou par rapport à moi, ce que je voulais, vers où je voulais aller. Et la conclusion que j'avais eue en écrivant ce manifeste, qui est devenu le philopreneur, c'était ce besoin que j'avais dans mon quotidien depuis longtemps, au final, d'allier des phases un petit peu de réflexion, d'introspection, et des phases beaucoup plus d'action, de choses concrètes, de projets. Et donc pour moi, en fait, ce qui encapsulait le mieux ces deux façons d'être, c'était le philosophe, au sens celui qui se pose la question du comment vivre. Moi, je suis très intéressé par tout ce que j'appelle les philosophes existentiels, donc qui partent de Socrate et qui vont jusqu'à des gens comme Henri David Thoreau, Montaigne. Voilà, il y a pas mal de philosophes dans l'histoire qui étaient vraiment concernés par c'est quoi une bonne vie, comment mener sa vie, la morale, l'éthique, etc. Je suis beaucoup moins familier avec les philosophes plutôt des concepts, des systèmes, les Kant, les Hegel, donc plutôt notamment les Allemands hormis Nietzsche. Et en parallèle de ça, j'ai cette casquette entrepreneuriale, j'adore monter des projets, j'adore résoudre des problèmes personnels en ayant une attitude entrepreneuriale. Je prône pas forcément que tout le monde doit être entrepreneur, mais je pense que tout le monde gagnerait à être plus entreprenant. Et du coup, là, je trouvais que l'équilibre, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui était important dans ma vie. Et j'ai voulu en parler, et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a pas mal de gens, mine de rien, qui ont adhéré à cette philosophie de vie. Et c'était la première brique. Et après, du coup, on développera, mais il y a eu d'autres concepts que j'ai rajoutés pour un petit peu densifier un peu la philosophie du philopreneur. Et pour conclure peut-être sur ça, tu as raison, des gens comme Naval Ravikant, c'est vrai que c'est pas tant en fait qu'ils vont forcément s'appuyer sur ou citer des philosophes, mais c'est eux-mêmes des philosophes. Et ouais. C'est intéressant. En fait, oui. Tu sais, d'ailleurs, je t'ai tagué, ou j'ai fait un commentaire récemment, parce que pour moi, on va dire, voilà, je te connais depuis maintenant quelques années, ça reste quand même pour moi quelque chose, on va dire, de challengeant. C'est vraiment, il y a des univers, tu vois, la philosophie, il y a des écoles comme ça de modération, presque parfois un peu, on imagine, quand tu dis philosophe, on imagine le gars qui vit dans son tonneau, qui vit avec un minimum, etc. Même si c'est pas toute l'histoire de la philosophie, tu me l'as fait remarquer il y a pas longtemps, tu as raison. Mais et à côté de ça, il y a l'entrepreneuriat, et au-delà même, si tu veux, comment dire, au-delà même des écrits, on pourra trouver peut-être des philosophes riches ou des philosophes qui étaient entrepreneuriaux. De manière générale, tu vois, moi, tu m'aurais dit il y a 3-4 ans, je vais écrire autour de la philosophie et de l'entrepreneuriat, je te dis, il n'y a pas d'audience pour ça. Parce que autour de moi, quand je rencontre des philosophes, ils ne s'intéressent pas
à l'entrepreneuriat. Et quand je rencontre des entrepreneurs, en général, c'est pas des personnes qui sont sensibles à la lecture, à l'entrepreneuriat. En fait, et moi, c'était un grand malheur pour moi de me rendre compte de ça. Et disons, plus ou moins, je me disais, bon, bah, le monde est fait comme ça et t'as qu'à compartimenter ta vie, tu vois. Ça veut dire, mais là, toi, tu viens, et en tout cas, le fait est que tu as des dizaines de milliers d'abonnés sur LinkedIn, tu as presque aujourd'hui 10 000 personnes qui te suivent sur ta newsletter, et en fait, je me rends compte que je me suis trompé. Ça veut dire que la réalité, c'est qu'il y a des gens qui t'ont suivi. Et il y a des gens qui sont intéressés et qui sont intéressés à vivre une vie, entre guillemets, à la fois philosophique et entrepreneuriale. Ouais, mais en fait, je pense que en fait, tous les entrepreneurs ont une forme de philosophie. Enfin, tout le monde a une philosophie en réalité. C'est juste qu'on ne va pas la conscientiser. On ne va pas se poser la question justement de quelles sont nos valeurs, en quoi on croit, comment on a envie d'agir, où est-ce qu'on a envie d'aller. Mais il n'y a pas besoin. En fait, voilà, c'est vraiment Thoreau dit, il y a les professeurs de philosophie et il y a les philosophes. Oui. Le professeur de philosophie, dont je ne fais pas partie, c'est celui qui connaît vraiment sur le bout des doigts tous les concepts, tous les philosophes, toutes les dates, ou pas loin, et qui te fait des cours en fait. C'est celui qui est à la fac qui te donne des cours. Et le philosophe, il y a deux possibilités. C'est soit celui qui vit en philosophe, donc il va adhérer par exemple à une école de philosophie, par exemple le stoïcisme, qui est une des plus connues maintenant dans notre contemporain, c'est une philosophie antique qui commence en Grèce, mais qui s'est surtout démocratisée dans l'Empire romain. Et à côté de ça, tu as aussi des gens qui écrivent de la philosophie et qui créent du concept. Tu as vraiment ces deux branches. Tu as vraiment ceux, je vis comme un philosophe et où je produis du concept. Les deux sont hyper intéressants, mais aucun des deux sont des profs de philo. Alors, il y a quelques profs de philo qui aussi produisent des concepts, plus rarement qui vivent en philosophe. Mais moi, ce que j'essaye de faire, au final, c'est pour ça que je pense que ça parle aux gens, et d'autres personnes comme Naval Ravikant aussi performent. Au final, c'est pas tant la philosophie, c'est la philosophie comme outil, en fait. C'est pas, en fait, on s'en fout que ce soit de la philosophie, c'est juste que c'est un des outils, ça aurait pu être la psychologie, ça aurait pu être d'autres domaines. Moi, c'est le domaine qui, moi, m'intéresse, et j'essaye d'aider les gens, on va dire, à se rendre compte qu'en fait, ils font déjà de la philosophie malgré eux, et puis après, ils peuvent avoir des outils pour être un peu plus précis, ils auront plus de contexte, ils peuvent découvrir des philosophies aussi, voilà, c'est le stoïcisme, l'épicurisme, Montaigne, Nietzsche, voilà, c'est des philosophes que je peux leur faire découvrir ou ils vont découvrir avec d'autres. Mais en réalité, tu vois, même si on va un peu plus loin, les entrepreneurs sont tous aussi des philosophes aussi dans le sens où ils font des hypothèses et ils lancent des idées d'une certaine manière. Un start-upper, au final, à un moment, il a une vision du monde, qu'elle soit bonne ou pas bonne, en tout cas c'est la sienne, et il part d'une idée et il la met dans le monde. Tu vois, comme un philosophe, il crée des concepts et les concepts, après, ils prennent ou ils prennent pas. Des accoucheurs d'idées, en fait. Ouais, c'est ça. Et tu vois, par exemple, Oussama Ammar, par exemple, il vient d'un background de philosophie, il a fait des études de philo. Paul Graham a fait de la philosophie aussi. Donc, c'est celui qui a créé Y Combinator, oui. Plus gros incubateur au monde. Peter Thiel est connu aussi pour être un élève de René Girard, qui est un philosophe français qui est très très connu aux États-Unis, un peu moins en France. Donc, tu as beaucoup en réalité de très grands entrepreneurs qui, en fait, ont des parcours de philosophes. Des parcours de philosophes, pardon. Ouais, non, mais tu as raison, en fait. C'est vrai que quand je remarque effectivement de très grands VC, même, ou de très grands entrepreneurs, souvent tu te rends compte. Brad Feld, un VC américain que j'aime beaucoup, qui avait un blog que je suivais beaucoup à l'époque de ma startup, a écrit un livre de lien entre Nietzsche et l'entrepreneuriat. Un des livres que j'ai découvert grâce à toi, qui est vraiment, pour moi, qui était exceptionnel, c'est les livres de Derek Sivers. Mais alors le premier il est fantastique. Après les autres, j'ai moins été fan, mais disons son premier. Alors c'est un entrepreneur et effectivement il écrit, il développe des concepts. Je ne sais pas si on peut le faire entrer dans les catégories des philosophes, mais en tout cas oui, il a quelque chose à dire. Et puis c'est assez riche. En tout cas pour Naval Ravikant, déjà même pour moi c'était tout à fait neuf et de se dire. T'as la moitié de son livre, c'est comment gagner de l'argent, comment devenir riche, et l'autre moitié c'est comment être heureux. Et il développe une philosophie du bonheur. Et lui, il parle alors son école à lui, telle qu'il le présente, de ce que j'ai compris, c'est le bouddhisme rationnel. Donc tu vois qu'il y a énormément de choses qui sont empreintes de l'extrême-orient, de philosophie orientale, etc. Et en même temps, beaucoup d'éléments de la rationalité moderne, etc. Et tu te rends compte qu'il y a quelque chose d'assez harmonieux, finalement, chez lui, même si, au premier abord, tu te dis non, il n'y a aucun rapport entre la méditer et puis gagner de l'argent. Et pourtant, effectivement, c'est vrai que même de très grands entrepreneurs comme le patron d'Apple, le fondateur d'Apple, clairement lui aussi, il était dans cette démarche. Il était dans la méditation, dans une certaine réflexion, etc. Et effectivement, c'est pas si antinomique. Mais du coup, toi, en partant de là, donc tu as fait tout un travail donc
autour, enfin un travail d'écriture de contenu autour de la philosophie et également de l'entrepreneuriat. Et tu as développé là récemment un concept, donc c'est le titre d'ailleurs de l'ouvrage, je voulais qu'on revienne dessus, parce que pour moi, bon, c'est aussi, peut-être c'est le cœur de l'ouvrage, c'est ce que tu appelles la vie intentionnelle. Et donc ça, c'est un lien directement avec la philosophie et l'entrepreneuriat. Alors, si tu peux en dire un peu plus sur ce que tu entends par vie intentionnelle, justement. Ouais. Alors moi, je viens de l'entrepreneuriat tout de même avant de venir de la philosophie. J'écris du contenu depuis 2015, à l'époque sur Medium, un petit peu sur LinkedIn et ma newsletter depuis 2018. Donc clairement, je me suis fait connaître quand même via l'entrepreneuriat. Okay. Mais il se trouve que très tôt, en fait, notamment avec ma startup, j'ai découvert la philosophie, notamment le stoïcisme à l'époque, c'était vers 2016-2017, qui m'avait aidé à plusieurs reprises à me sentir mieux, à être plus serein, à on va dire, accepter les challenges qui étaient devant moi et à en faire des opportunités. Comme il dit Ryan Holiday, par exemple, un auteur qui démocratise le stoïcisme, voilà, The obstacle is the way. C'est vraiment l'idée, en fait, qu'au final, tout ce qui se passe dans ta vie, en fait, tu peux le transformer comme quelque chose de positif, quelle que soit la chose qui t'arrive devant toi. Ça, c'est quelque chose qui m'a pas mal marqué. Et j'ai eu un autre moment charnière, on va dire, dans ma vie en 2021, où j'ai eu voilà, un moment, 3-4 mois un peu plus difficile, un peu, c'est pas une dépression, mais quelque chose qui n'était pas évident à gérer. Et de nouveau, en fait, je me suis rappelé que c'était pas mal les stoïciens, et c'était intéressant de creuser à nouveau cette philosophie. Et cette fois-là, en fait, je me suis dit, tu vas pas faire comme la dernière, en 2017-2018, c'est que tu vas vraiment l'intégrer dans ton quotidien. Donc c'est vraiment avoir une pratique philosophique, et pas seulement en fait un petit pansement par-ci par-là ou un petit médicament plutôt. C'est vraiment de voir en fait si tu aimes vraiment ça, comment tu peux l'intégrer beaucoup plus et que ça soit pas juste quelque chose qui te serve dans les moments vraiment compliqués. Et c'est là en réalité que le livre commence dans ma tête, ce que j'ai écrit, et même le développement de du coup la vie intentionnelle. C'est grâce à la philosophie. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à différents moments de l'histoire, tous ces philosophes que j'appelle les philosophes existentiels, donc à partir de Socrate jusqu'à des personnes comme Albert Camus, par exemple, donc des gens qui étaient vraiment concernés, encore une fois, par le comment vivre, et en fait, ils avaient constaté que la majorité de leurs contemporains étaient un petit peu dans une forme de vie somnambule, une vie non examinée, comme dirait Socrate, une vie non consciente. Et ils utilisaient des termes différents. Et moi, j'ai juste, en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est de me dire, bon, il y a une constante à travers l'histoire, et quel est mon regard sur notre société actuelle ? C'est celle dans laquelle je vis, du coup. Je comprends logiquement potentiellement le mieux, mais c'est très difficile. Et en fait, je me suis rendu compte, c'était pas tant la vie intentionnelle, je me suis rendu compte qu'en fait, on avait plutôt des vies ce que j'appelais par défaut. Moi, ça va vraiment de pair, c'est vie par défaut et vie intentionnelle. Et en fait, la vie par défaut, c'est une vie qui est la somme un petit peu de tout ce que tu fais sans en avoir conscience. Donc, il y a des choses qui sont purement indépendamment de ton fait, ça peut être ta génétique déjà, tu es ce que tu es d'un point de vue génétique, mais après, il y a tes pensées, il y a tes actions, il y a ton environnement, il y a tes relations, il y a énormément de choses, au fait, que tu choisis, mais que tu choisis pas vraiment. Et toi, j'aime bien l'image d'une chambre, par exemple. Imagine, là, on sort et dans 5 minutes, on revient. Et il y aurait eu pendant les 5 minutes en fait, plein de choses qui seraient rentrées dans la pièce. Et quand on sera revenu, en fait, ça sera ta vie, la pièce. Tout ce qui sera dedans, en fait, ce sera le fruit de ce que tu vas être, en fait, ce que tu vas penser, ce que tu vas faire. Et c'est ça la vie par défaut. Donc, c'est pas forcément une vie qui est catastrophique. C'est ça d'ailleurs qui la rend un peu dangereuse. C'est une vie qui est OK, qui est médiocre, si on prend un terme. Alors, ça fait tiquer les gens un peu, mais médiocre, c'est pas forcément catastrophique, c'est juste pas terrible. Et une vie peut-être acceptable, mais c'est pas la vie nécessairement qu'on choisirait si on pouvait justement influer un peu plus sur celle-ci. Et donc mon idée, c'était de me dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller vers un chemin plus intentionnel ? Je le vois vraiment comme un chemin, je le vois pas comme un absolu, je le vois pas comme pas de destination finale. C'est vraiment, en fait, on a cette vie par défaut, chacun prend conscience de ce qu'est sa vie par défaut, on le questionne, et ensuite, on essaye d'aller petit à petit vers quelque chose de plus intentionnel. Ça passe par l'introspection, ça passe par un travail sur soi, ça passe par réduire l'influence du regard des autres par rapport sur nos décisions, sur nos pensées, et idéalement un retour à l'autre de manière beaucoup plus saine, où c'est pas je fais ça pour te faire plaisir parce que je crois que tu voudrais que je fasse ça, c'est on vit de manière saine ensemble, et du coup moi je l'ai plutôt centré le bouquin sur l'individu, mais je pense qu'il y a même une extrapolation un peu collective qu'on pourrait en tirer, mais ce n'était pas le sujet de mon livre. Mais du coup, non, j'entends très bien ce que tu dis. Effectivement, je vois même sur moi comment on peut vivre une vie par défaut, ne pas se poser des questions pendant même de longues périodes de sa vie, et des fois même de trop longues périodes. Et comment... alors, le point sur lequel je t'arrête, c'est on aurait pu parler simplement de développement personnel.
Tu vois, on n'aurait pas été obligé de parler de philosophie ou même de vie intentionnelle, ou même s'appuyer après sur le stoïcisme, etc. Moi, personnellement, par exemple, un des premiers réveils, on va dire, entre guillemets, entrepreneuriaux, qui m'a donné vraiment un peu le boost, comme beaucoup d'autres entrepreneurs, c'est Tim Ferriss. Mais quand tu lis Tim Ferriss, il y a ce côté très développement personnel. Tu sens qu'il y a ce côté un peu positif, les pensées positives, etc. Là, c'est un peu différent, mais je sens que c'est ça, quand on lit du Jean-Charles Kurdali, quand on lit ton livre, quand on lit tes écrits, les newsletters et tes posts LinkedIn, il y a quelque chose qui ne s'apparente pas vraiment au développement personnel, mais qui n'est pas complètement à l'opposé, mais qui c'est assez proche. Comment déjà tu différencierais, on va dire, ton contenu, la philosophie, en quoi la philosophie, elle t'aide à avoir une vie plus intentionnelle, ce que ne ferait pas, par exemple, quelqu'un qui serait un coach en développement personnel? Encore une fois, c'est des outils, tout ça. Donc chacun va aussi trouver les outils qui lui correspondent le mieux. La philosophie ne sera pas forcément adaptée à tout le monde. Il y a plusieurs choses. Je me suis rendu compte déjà que moi, c'était une discipline qui me parlait. J'aime l'idée de pouvoir me plonger dans des livres. J'aime l'idée aussi que c'est quelque chose qui est important pour mon propre livre, le côté intemporel. Ce qu'on dit souvent, il y a un concept qui s'appelle l'effet Lindy, c'est quelque chose qui a une certaine antériorité. Il y a de grandes chances qu'il ait la même postérité aussi. Donc quelque chose qui a 2000 ans comme le stoïcisme, il y a des chances que dans 2000 ans, ça reste une philosophie valide. Un livre qui est lu depuis 100 ans, il y a des chances qu'on le lit dans 100 ans. D'ailleurs, c'est un conseil aux gens, du coup, c'est de préférer des livres qui sont un peu plus âgés, alors ce qui n'est pas du bon marketing pour le mien, du coup. Mais idéalement, en fait, il faudrait que la majorité de nos livres ou que nos contenus qu'on peut consommer, en fait, aient une certaine antériorité, parce que ça peut être sorti un petit peu de ce qu'on appelle le zeitgeist, donc l'esprit du temps. Et en fait, on ne sait pas si les choses qu'on est en train de consommer ne seront pas en fait, fausses ou périmées très rapidement. Donc moi, justement, dans mon livre, ce que j'essaie de faire, c'est de me dire, en fait, ce qui est bien avec la philosophie, c'est qu'on a quand même des choses qui ont passé l'épreuve du temps, et c'est comment ces outils-là peuvent répondre c'est une des réponses aux problématiques contemporaines. Dans les problématiques contemporaines, tu vas avoir le manque de sens que beaucoup de gens ressentent. On pourrait développer, mais il y a notamment un lien avec la religion qui a perdu sa superbe les 2 derniers siècles. Tu vas voir la difficulté de se connaître soi-même, parce que du coup, on a moins de temps et on a des vies très actives, très, très occupées. Donc les gens prennent encore moins de temps qu'à l'époque de s'ennuyer et du coup de se poser des questions existentielles. Il y a aussi le problème du rapport à l'autre aussi. On a des rapports un peu de consommation, déjà notre consommation de produits, mais même la consommation même humaine, les trucs très transactionnels. Les liens sociaux sont quand même très difficiles à approfondir et à pas marchandiser. Donc tu vois, c'est plein en fait de problèmes contemporains que j'ai un petit peu listés, du coup, qui sont reliés à des principes intemporels. Et c'était vraiment l'idée, c'est en fait qu'est-ce qui fait que notre époque, on peut ne pas la subir, mais plutôt en sortie grandie, en fait, parce que je trouve qu'on vit une super époque, mais en même temps, je trouve qu'elle est terrible parce qu'elle nous pousse d'une certaine manière un petit peu au pire de nous-mêmes, tu vois. À nos addictions, justement à des comportements qui sont pas forcément sains pour l'individu ou la société. Et mon but, c'était vraiment avec des outils philosophiques, mais aussi entrepreneuriaux, d'aider les gens à avoir d'autres grilles de lecture pour ne pas... pour avoir une vie qui peut être incroyable à notre époque, en fait. Je suis persuadé que l'époque est cool si on sait comment naviguer dedans. En fait, justement, ça c'est un grand apport du livre d'ailleurs, c'est qu'à la différence de ce qu'on pourrait s'attendre d'un livre de philosophie, parce que c'est pas un livre de philosophie, non. Mais en fait, toi, tu assumes complètement l'époque dans laquelle tu es, et un des chapitres, c'est vraiment aussi apprendre à maîtriser les outils de son temps pour s'appuyer sur ce que l'époque offre de meilleur, et ça te pose aucun problème. Et c'est vrai qu'habituellement, en tout cas moi ce que j'ai pu connaître en tout cas de philosophes, souvent tu as un côté un peu culpabilisant, c'est-à-dire que tu n'es pas à la hauteur, etc. En tout cas il y a presque même souvent auprès de personnes qui parlent de philosophie, il y a presque une sorte d'orgueil à ne pas être dans son temps, ou ne pas maîtriser les outils de son temps. Là, au contraire, tu pousses les gens à utiliser de manière intelligente, quitte à créer ce que tu appelles par exemple une citadelle intérieure, même si le concept ne vient pas de toi, mais c'est vrai que dire je vais créer une citadelle intérieure, en tout cas me renforcer pour limiter mon temps par exemple sur les réseaux sociaux, ou être moins impacté par rapport à telle et telle consommation de contenu en créant plus, etc. Ça, c'est des choses qui sont pour moi assez intéressantes, parce que personne ne les utilise comme ça. C'est-à-dire qu'on n'associe pas citadelle intérieure et usage des réseaux sociaux, par exemple. Quand on étudie la citadelle intérieure, on imagine quelqu'un de assez reclus, et assez isolé, finalement. Là, c'est pas du tout ce que tu proposes. Tu dis juste, utilise ton smartphone, utilise des applications, mais n'en deviens pas esclave. Ce qui est assez différent.
Ouais, t'as deux manières. En fait, tu peux soit effectivement être un moine ou quelqu'un qui vit dans un monastère, tu vois, et complètement reclus, ermite. Et dans ce cas, bah, effectivement, tu vas plutôt voir la cité de l'intérieur comme quelque chose qui va être voilà, un travail sur ta vie intérieure. D'ailleurs, c'est pas exclu, la cité de l'intérieur, c'est autant un travail sur son environnement externe, sa vie matérielle, mais aussi sa vie spirituelle. Il y a aussi cette double dimension. Mais la réalité, c'est que les gens qui vont lire le livre, et moi également, en fait, et toi aussi, je sais, on est des gens qui sont dans l'arène, on n'est pas des gens qui sont dans un monastère. Donc, nous, on est dans la ville, ou même la campagne, peu importe, mais en tout cas, on vit des choses, on a accès à Internet, on a accès du coup, au meilleur et au pire de l'humanité. Et du coup, c'est ça qui est. En fait, il faut des outils en fait, pour pouvoir prospérer à cette époque. Et en fait, je vois pas en fait l'intérêt de pas philosophe, qu'on soit philosophe, romancier, sociologue, peu importe. En fait, on devrait tous parler de notre époque. En fait, ça sert à rien de parler des. Enfin, en fait, comprendre les époques précédentes juste pour les comprendre, je trouve que c'est quand même dommage. En fait, autant essayer de comprendre tout ce qui s'est passé précédemment, voir un petit peu où va le monde aussi, comme fait très bien, par exemple, des gens comme Harari, le futur proche, et essayer de comprendre au présent quelles sont les meilleures décisions qu'on peut prendre, qu'est-ce qui est permis, quel est le champ des possibles. Et typiquement, le sujet Internet, moi, ça me fascine parce que je trouve que c'est une technologie qui, évidemment, tout le monde sait que ça a changé la société, mais je pense que les gens ne réfléchissent pas assez à quel point ça peut changer la vie d'une personne, que ce soit professionnelle ou personnelle. Et que les gens ont plus tendance à le consommer sans y réfléchir. Et ce que je peux comprendre, parce que c'est le premier aussi médium qu'on peut être acteur et consommateur à la fois, donc c'est pas évident. Mais tu as raison, mais c'est vrai que tu vois, actuellement je suis à Paris, donc je suis la plupart du temps en Israël, et que ce soit auprès de mes parents à Paris ou que ce soit mes beaux-parents sont à Jérusalem, pour eux, si tu veux, ils ont du mal à voir. Mon père m'a dit tout à l'heure une phrase, tu vois, marrante, il m'a dit mais ton entreprise elle est pas palpable. Et en fait, le fait d'avoir des collaborateurs remote, d'être sur Internet, d'être visible, voilà ce qu'on est en train de faire, même un podcast, etc. Être sur Internet, même des gens qui vivent, donc ça peut être, alors évidemment c'est pas mon père ou mes beaux-parents, c'est la génération qui n'a pas connu ou qui n'a pas travaillé avec Internet, mais dans ma propre génération, des gens de mon âge aussi finalement n'utilisent pas tant que ça, ils sont simplement consommateurs d'Internet, et je vois même des gens plus jeunes que moi qui sont extrêmement rassurés d'avoir des bureaux palpables. J'ai aimé en fait l'expression de mon père, ça veut dire c'est palpable. À un moment donné, tu vois, il faut ce côté un peu physique. Ce que moi-même je fais pas trop puisque je suis 100% sur Internet. Mon entreprise elle est entre guillemets un peu virtuelle, full remote. Mais en tout cas, non, c'est pour revenir à ce que tu disais. Effectivement, il y a ce sujet de il y a ce sujet pour moi de vie intentionnelle, d'éviter de vivre une vie par défaut, et en même temps, tout en s'appuyant sur les outils de son époque, donc de rester dans son époque complètement, ça c'est hyper important. Je dirais même, excuse-moi, je suis coupé, mais idéalement, moi, la posture que je conseillerais, ou ce qu'elle essaie d'adopter, c'est un pied dans son époque et un pied en dehors, de cette manière. Parce qu'être 100% dans son époque aussi, c'est un petit peu se faire happer par la modernité, par plutôt la société contemporaine. Et on n'a pas le pas de recul en fait nécessaire. Et je trouve ça hyper intéressant en fait de se dire en fait qu'est-ce qui existe dans les siècles précédents qui peut m'être utile, quelles sont les pratiques, quels sont les exercices que je peux faire, quelle est la manière même de vivre ma journée. Tu vois, par exemple, je prends l'exemple de Henry David Thoreau, tu vois, qui à un moment s'est posé la question, donc un philosophe américain du 19e, qui a créé un mouvement avec Emerson qui s'appelait transcendentalistes. Et en fait, lui, il était un peu inquiet de l'industrialisation qui pointait le bout de son nez. Et le fait que les gens, du coup, travaillent à l'usine avec des horaires, c'est le début des agendas, les usines avec les horloges, etc. Et les gens travaillaient 6 jours sur 7, si c'est pas 7 jours sur 7. Et lui, ce qu'il a voulu montrer aux gens, c'est qu'en fait, on pouvait vivre en travaillant 1 jour sur 7. Il a voulu faire l'inverse, donc il a construit sa maison, donc il a fait une expérience qui est dans un livre qui s'appelle Walden. Il a vécu 2 ans dans les bois, en périphérie de Concorde, de la ville où il habitait, près de Boston. Et c'est intéressant, en fait, il s'est posé la question, en fait, qu'est-ce que mon époque est en train de devenir ? Qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas là-dedans, et comment moi je peux vivre en fait dans cette époque. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce que même en dehors de ton livre, moi ça me fait écho à des choses personnelles. Ça veut dire, moi j'ai grandi dans une famille juive, orthodoxe, religieuse, avec une éducation religieuse, et je vis en Israël la plupart du temps. Et si tu veux, dans la société israélienne, il y a 2 pôles. Pour faire simple, tu as Jérusalem et Tel Aviv. Donc tu as un monde à Jérusalem qui est plus ou moins, si tu veux, un peu dans cette sorte de citadelle, donc il y a des murailles à Jérusalem. Donc Jérusalem, c'est un peu vraiment, même au niveau physique, c'est une ville qui est dans la protection, parfois dans la surprotection, et ça peut aussi engendrer toutes sortes de dérives. Parfois c'est très bien aussi, parce qu'il y a ce pied en dehors, comme tu disais.
Et juste à côté, en fait, tu as 1 heure de route. Tu as une ville qui est sur la mer, qui est sur l'ouverture, donc c'est Tel Aviv, une ville très libérale. Et c'est 2 pôles d'Israël. Et en fait, souvent, il y a des conflits très forts parce que c'est 2 mondes qui parfois ne se comprennent pas. Parce que voilà, il y a un monde qui est complètement dans Internet, un monde qui n'utilise pas Internet. C'est même d'un point de vue, je te dirais même une anecdote, mais c'est-à-dire si les pouvoirs publics, par exemple, ils décident que le parking va se payer via une application, par exemple, ils sont obligés de prendre en considération tous ceux qui n'utilisent pas de téléphone portable, puisque tu vas avoir une population, on va dire, religieuse, qu'elle soit musulmane ou juive, qui n'aura pas forcément de smartphone. Et donc, du coup, ça crée toutes sortes de complications, même techniques. Mais surtout, au-delà de la technique, il y a des tensions très très fortes. Et c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de voix qui ont un discours, si tu veux, qui est sans être dans l'admiration et dans la béatitude, si tu veux, voilà, être tout le temps béat devant la technique. Et à côté de ça, des gens qui voilà, connaissent aussi les limites, les dangers aussi d'un monde qui serait trop immatériel, où en fait, ce que tu développes aussi un petit peu dans le livre, mais c'est tout ce qui est lié à notre attention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une sorte de guerre sur l'attention de chacun. Et moi, un des conseils que j'ai pris dans ton livre, et je me rends compte aujourd'hui, c'est que en créant du contenu, puisque pour moi, tu es quelqu'un qui m'a poussé à écrire du contenu, en créant du contenu, on s'extirpe un petit peu. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire ce travail de réflexion, de conception, d'essayer de synthétiser. Et créer des contenus, c'est... alors d'une certaine façon, il y a ce côté, il y a le paradoxe que tu décris, c'est-à-dire que je crée des contenus. Là, on est en train de faire un podcast, il va être sur YouTube. Donc, on est en train d'alourdir la charge. Il y a encore de l'information, encore des données, et on est encore créé du contenu sur le web. Et d'un autre côté, en faisant ce qu'on est en train de faire maintenant, ça nous permet aussi d'en sortir un petit peu, parce que justement, on n'est pas en train de consommer. On peut réfléchir. Voilà, j'étais obligé de préparer un certain nombre de questions. Quand j'ai lu ton livre, je l'ai lu très sérieusement. Voilà, j'ai essayé de le comprendre bien. Mais on aurait pu imaginer, tu vois, une attitude plus simple de dire, non, pas de YouTube, tu vois. Et toi, tu viens. Moi, si je peux résumer, je prends cette anecdote-là. Je me dis, quelque part, Jean-Charles, il nous dit, mais crée du contenu. C'est la meilleure façon d'avoir un usage raisonné des réseaux sociaux, par exemple. Ça ne veut pas dire de ne pas les utiliser, mais toi, je ne sais plus si c'est dans le livre ou dans un des podcasts, tu disais que tu utilises 1 demi-heure par jour les réseaux sociaux. Tu te limites, en tout cas. Alors, je précise, je suis comme tout le monde, j'ai des journées où c'est plus difficile, mais disons que c'est un idéal, c'est de limiter ma consommation et augmenter ma production. Oui. Mais voilà, je reste... C'est d'ailleurs tout le sujet du livre. Le but, c'est que je ne suis pas un surhomme, loin de là. Je suis moi-même, tu vois, sujet à des moments où dans certains domaines ou dans ma vie en général, j'ai plus tendance à être par défaut. Et c'est une quête, encore une fois, il y a des rechutes. Tu vois, c'est pas du tout la posture de passer pour le gars qui arrive à tout contrôler, tu vois. En fait, je suis d'accord. D'ailleurs, c'est un des éléments, on en a parlé juste avant le podcast, un des éléments du livre, c'est qu'à la différence d'un livre où, en fait, où tu apportes enfin, tu as compris le concept, c'est bon, tu peux passer à un autre concept. Là, ce qui est très différent, et tu as commencé par ça tout à l'heure, c'est qu'il y a une mise en application. Enfin, tu pousses à une mise en application. Et moi, un des sentiments que j'ai eu après l'avoir fini, c'est de me dire, en fait, là, je peux pas passer vraiment facilement à un autre livre. Il faudrait que je me mette au travail. Il y a un côté, par exemple, tu vois, un des éléments que je me suis dit, tiens, c'est un truc que je devrais faire, c'est le journaling. Ça veut dire, tu vois, le côté... en plus, si tu veux, le terme journaling, c'est le terme que tu utilises, qui est un terme moderne. Je sais pas comment ils disaient ça, comment disaient les stoïciens. Mais tu sais, c'est un terme qui, dans la philosophie juive, la pensée juive, c'est un terme qui existe. C'est-à-dire qu'il y avait une pratique, si tu veux, antique, qui s'appelait le cheshbon nefesh. C'est-à-dire que vraiment, une pratique que faisaient si tu veux, des sages juifs qui, le soir, écrivaient un peu les bonnes actions, ce qu'ils avaient réussi, ce qu'ils avaient raté, en tout cas, ils faisaient ce travail de journaling. Et comme moi, je l'avais entendu que dans un cadre, si tu veux, très religieux, j'imaginais pas trop, comme je te disais, pour moi c'était assez dichotomique, quoi. Il y a la sagesse, la philosophie, la religion, etc. C'est dans un coin, et il y a à côté l'entrepreneuriat. Et toi, tu viens, dans ton livre, tu dis non, mais le journaling, ça peut t'apporter énormément, même dans ta vie entrepreneuriale, et commence à réfléchir un peu à quoi devrait ressembler ta journée, et fais le bilan le soir. Et déjà ça, le concept, je trouve génial, mais après, quand tu as fermé le bouquin, tu te dis, en fait, il faut en fait le faire. Et en fait, tu peux pas vraiment fermer le livre comme n'importe quel livre. Tu dois te mettre au travail. Donc ça, par exemple, toi, depuis 2 ans, tu essayes de le faire, ça, par exemple, le journaling, c'est quelque chose que tu fais ou que tu pratiques? Alors, comme je disais, tout n'est pas parfait. En l'occurrence, au moment où on parle, j'ai une pratique de journaling. Il y a des hauts et des bas, c'est comme la méditation, quelque chose que j'essaie de pratiquer au maximum, mais il y a des rechutes.
à des périodes où j'en fais moins. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que tu vois, déjà, le livre, effectivement, il y a ce côté exercice à la fin, mise en pratique, qui est tout à la fin. Parce que le but aussi, c'était d'écrire un essai avec des réflexions et que ça fasse réfléchir. Et seulement à la fin, on voit vraiment l'aspect concret, pratique, mise en application. Déjà, si la personne ressort avec le modèle mental, je dirais, donc une manière de penser, parce que le modèle mental, j'en suis en France, des fois, c'est un peu mal compris. C'est du coup des outils de pensée en fait, que je donne. Le principal est est-ce que dans cette situation, je suis plutôt par défaut ou intentionnel dans ma manière d'être, de penser, d'agir et ça peut être dans ta vie de manière globale, mais tu peux même le segmenter dans des domaines, dans mes relations, au niveau de ma santé, au niveau de mes finances, au niveau de mon business, au niveau de ma famille. Enfin, toi, tu pourrais segmenter avec des grands domaines de ta vie. Je ne l'ai pas fait pour pas complexifier le livre, mais tu vois, ça pourrait même être d'autres choses que je pourrais écrire, tu vois, vraiment, vie intentionnelle pour tel domaine, par exemple, pour développer. C'est quelqu'un qui dit, tu peux franchiser le concept. Et donc, ça, c'est la première chose. Et après, il y a les principes, du coup, qu'il y a dans le livre, les 7 principes qui servent, en fait, pareil, d'outils, en fait, de pensée. Par exemple, je te prends. Alors, tiens, rappelle d'abord les 7 principes. Et si tu peux tu me fais. Non. Alors, grosso modo, je ne vais pas te demander à toi, parce que. Oui. Mais moi. Je l'essaie, mais oui. Moi, non. Il y a des principes qui sont simples, pour moi. Mais il y a des. Tu sais quoi, je vais te demander. Il y a un principe. Tu vas aller redire, mais il y a un principe sur lequel je voudrais qu'on s'arrête un peu, c'est sur celui que tu as appelé devenez responsable. Parce que c'est celui sur lequel, enfin, personnellement, si tu veux, là, je veux plus en dire sur moi que sur ton livre. Moi, c'est celui qui me touche le plus actuellement. Peut-être à un autre moment, ça aurait été autre chose. Mais devenir responsable, je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est quelque chose d'arrêter de se plaindre. Et antifragile, d'ailleurs. Ouais, et antifragile. Alors, tu vois, c'est 2 choses, tu vois. Il y a devenir responsable et antifragile. C'est commencer à se dire, voilà, finalement, pour moi, tu vois, ce que j'en ai compris, hein, ça veut dire ce côté de devenir responsable, c'est de se dire, ce qui m'arrive, peut-être qu'il y a des influences extérieures, etc. Il y a peut-être des raisons, mais je vais faire en sorte d'en tirer toutes les leçons, comme si tout était de ma faute, entre guillemets. Même si c'est pas forcément le cas. Mais c'est une interprétation de ce qui m'arrive, qui est la plus saine d'une certaine façon, parce que une interprétation qui serait de reporter la faute sur l'environnement, les autres, je ne sais quoi, elle m'apportera rien, elle va pas m'aider à avancer. Mais reviens sur les principes et celui-ci, vas-y. Ouais. Déjà, il faut distinguer faute et responsabilité. Oui. Ça peut être, par exemple, tu prends ton entreprise, tu vois, un collaborateur peut faire une faute, mais en tant que dirigeant d'une entreprise, tu es responsable de ce sujet, en fait. Quelque chose que tu vis, que j'ai vécu aussi dans ma startup à l'époque. Donc, c'est déjà distinguer faute et responsabilité. Après, en gros, ce principe-là, il est assez lié au deuxième sur ce qu'on appelle la dichotomie du contrôle dans le stoïcisme. Donc, c'est comprendre ce qui dépend de nous et accepter ce qui n'en dépend pas. Donc, c'est distinguer ce qui est en notre contrôle et ce qui n'en est pas en notre contrôle. Et en fait, la responsabilité, je considère à mon sens, en fait, encore plus à notre époque, en fait, ça revient toujours c'est mon point de vue de l'époque, en fait. Qu'on a tendance à déresponsabiliser les gens aujourd'hui. Je dis même à un moment que même les gens les plus haut placés dans la société sont déresponsabilisés. Donne-moi un exemple là-dessus, vas-y. Sur pourquoi notre époque, elle serait... j'arrive pas à avoir d'exemple précis sur, par exemple, une certaine influence dans par exemple, tu prends dans la politique, tu vois des gens qui vont prendre des décisions, tu vois, qui vont... ils vont pas forcément aller en prison, tu vois, s'ils ont fait des dingueries, tu vois, par exemple, ou ça va se savoir 10, 15, 20 ans après, et parfois, pareil, il n'y a pas de procès. C'est un peu, ça ressemble d'une certaine façon, c'est un peu le côté, le concept de Nissim Taleb, c'est le côté skin in the game. Ceux qui prennent, les gens ne sont pas on pourrait dire ça, effectivement, ça peut être un synonyme, un concept apparent, enfin proche, ne sont pas skin in the game, d'accord, qui ne sont pas impliqués, pour le skin in the game, c'est impliqué dans le jeu d'une certaine manière. Et en fait, tu vois, c'était un peu mon constat, encore une fois, de la société. J'ai l'impression qu'on tend un petit peu à se dire c'est pas grave, c'est pas de ta faute. C'est un peu aussi la société un petit peu, moi, que je déplore un peu plus, où la victimisation est plus mise en avant, plus célébrée que, tu vois, la responsabilisation. De se dire, en fait, c'est pas de ta faute, c'est j'ai pas réussi, et c'est presque valorisé, en fait. Et quelqu'un qui se responsabilise, aujourd'hui, on a l'impression, tu vois, que c'est un petit peu mal vu, ou quelqu'un qui essaie de se développer, tu vois, de se renforcer. Et du coup, c'est un peu ces chapitres un peu plus engagés, on va dire, idéologiquement, celui-ci, ce principe 4, du coup, sur devenir responsable antifragile. On rappelle juste ce que ça veut dire vraiment antifragile pour Taleb, déjà. Antifragile, c'est quelque chose, en fait, qui, quand il se fait un peu assaillir, quand tu te fais attaquer, en fait, tu ne romps pas. Et cette idée, en fait, tu es flexible, tu n'es pas dur, tu n'es pas solide, mais tu es souple et tu ne vas pas rompre. Et une fois que tu auras subi un choc, sur le rebond, en fait, tu vas te renforcer.
En fait, c'est l'idée vraiment en fait, que par l'échec, par on va dire l'impact, tu vas te renforcer. Je prends l'exemple d'un feu de forêt. Tu vois, maintenant, il y a beaucoup de feux de forêt en fait, qui pourraient être évités, ou en tout cas réduits, si on laissait en fait, des petits feux de forêt se développer. C'est ce qu'il dit Taleb d'ailleurs dans son livre. Et en fait, vu qu'on empêche artificiellement en fait, des feux de forêt de se déclarer, et ben, quand il y a vraiment des feux tu vois, pendant l'été, en fait, la forêt n'est pas habituée, en fait, elle n'est pas résiliente. La forêt elle n'est pas antifragile, plutôt. D'accord. Le bon terme. Et tu vois, donc c'est comme si on ne laissait pas un petit tomber par terre quand il est petit, enfin, quand il est bébé, ou quand il a 3-4 ans. Alors qu'en fait, le bébé, il s'en sort très très bien, tu vois. Il suffit de regarder les gens enfin, t'as des enfants, je sais pas ce que tu en penses à toi. Non, mais c'est vrai. Et on essaierait de les protéger. Et en fait, une fois qu'ils sont ados ou adultes, en fait, ils se sont pas antifragilisés, ils sont pas habitués. Et du coup, il y a des comportements après qui se développent où, en fait, ils sont pas dans des boucles vertueuses d'antifragilité. Et moi, j'ai essayé de les lier parce qu'en fait, je considérais que plus tu es responsable, ou tu considères que tu es responsable des choses qui t'arrivent, le plus déjà tu vas être en capacité de réagir en fait, à ce qui t'arrive. Quand bien même tu vas pas te demander c'est la faute du voisin, parce que si toute ta vie tu te dis ce qui m'arrive dans ma vie c'est la faute du voisin ou du politique ou de je ne sais pas qui, en fait tu peux rester dans ton canapé et attendre qu'il se passe rien. Mais et du coup en fait j'ai considéré que c'était un peu une boucle qui allait de pair, parce que plus tu te responsabilises, plus tu te mets dans une situation un peu complexe où tu t'exposes, où tu vas peut-être échouer. Et en fait, tu vas te rendre compte en échouant, par exemple, dans l'entrepreneuriat, dans cet exemple, en ratant une entreprise, qu'en fait, tu vas pas vraiment mourir. Et tu vois, tu vas t'antifragiliser et tu vas redevenir plus fort parce qu'après, tu vas revenir avec des nouveaux insights, des nouvelles compétences, des nouvelles perspectives. Et tu vois, en fait, tu vois, les entrepreneurs, c'est les meilleurs exemples. Tu vois, c'est des gens, en fait, ils montent projet sur projet. Et en fait, il faut réussir à échouer. Et en fait, tant que l'entrepreneur est vivant, normalement, et qu'il apprend, en fait, il devient de plus en plus pertinent et de plus en plus performant, même d'un point de vue entrepreneurial. Non, mais ça, je te rejoins complètement. Ça me fait penser un peu, moi, quand j'ai découvert l'univers des startups, c'était donc au tout début de The Family, etc. Et c'est vrai que, tu vois, je me rappelle très bien en 2013, le discours d'Oussama, moi, ça m'avait fait tilt. C'est-à-dire, lui, il était très anti-subvention. Et moi-même, en 2011, 2012, 2013, j'étais plutôt dans une logique, tu vois, BPI, France. Voilà, à l'époque, j'étais en Alsace, donc c'était Alsace Innovation, et je cumulais les subventions publiques et les aides, etc. Et en fait, ça m'avait fait perdre beaucoup de temps, ça m'avait énormément fragilisé en réalité. C'est-à-dire que c'était autant de non-confrontation au marché. Et à l'inverse, je regarde autour de moi maintenant avec le recul, on va dire les 10 ans plus tard, dès que j'ai commencé vraiment à jouer sans filet, ça m'a finalement, alors c'était sans doute des fois plus difficile, mais finalement j'en ressors grandi, ça m'a beaucoup aidé, j'ai beaucoup appris. Et pire, je vais te dire même plus que ça, autour de moi, je me rends compte que récemment, j'ai discuté avec un client. Je sais qu'il a vendu sa boîte, il a bien vendu. Je lui ai demandé, tiens, voilà, comment ça se passait sur sa deuxième boîte. Et il me disait, non, la première, finalement, elle n'avait pas super bien vendu. La deuxième, ça va être un gros carton. Et finalement, je me rendais compte qu'il était devenu 2 fois plus fort. Parce que n'était pas un échec, hein, il avait bien vendu déjà sa première société, mais finalement sa deuxième, là, ce qu'il était en train de faire, ça allait aller 2 fois plus vite et 3 fois plus vite. C'est souvent, de toute façon, ce qu'on observe, et ce que tu avais toi-même observé auprès des VC, qui aimaient bien investir auprès de gens qui avaient déjà cette antifragilité là que tu présentes. Mais peut-être qu'on a sauté, on est rentré sur un principe particulier. Pour résumer déjà les 7 principes de manière plus ou moins chronologique, ouais. Comment c'était quoi alors, je ne vais pas forcément donner les noms exacts, mais le premier, c'est plutôt autour de l'introspection. Donc, c'est ce que j'ai appelé sauter du train de la vie par défaut et entrer en introspection, justement. Donc, là, c'est vraiment un arrêt, justement, un ralentissement au moins, pour pouvoir rentrer justement dans une phase plus réflexive. Et après, donc ça, c'est vraiment l'idée de voilà, tu t'arrêtes, tu vas essayer de voilà, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui est par défaut. Dans quelle mesure l'autre aussi impacte positivement ou négativement mes décisions, mes comportements, ce que je suis aujourd'hui. Et après, tu as pas mal de principes qui sont beaucoup plus sur le développement de soi, l'élévation de soi ou le développement personnel, tu pourrais me dire. Donc, celui qui est plutôt relié au stoïcien, donc accepter, se concentrer sur ce qui dépend de soi et accepter le reste. Donc là, vraiment faire une distinction. Et globalement, ce qui dépend de soi principalement, c'est notre capacité à réagir au réel, capacité à réagir aux événements qui nous arrivent. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pense qu'on contrôle, mais on le contrôle soit pas du tout, soit partiellement. Ne serait-ce que notre santé, tu vois, en fait, on peut optimiser le maximum de choses pour notre santé, et c'est très très bien. Mais pour autant, tu vois, il peut nous arriver des choses pas terribles, quand bien même tu ne maîtrises pas du coup toute ta santé. Ensuite, c'est celui sur la mission personnelle, où on pourrait prendre la légende personnelle aussi, de Paulo Coelho, l'alchimiste. C'est l'idée, en fait, tu vois, pour avoir du sens dans ta vie, je considère qu'il faut faire des projets, et au-delà même des projets, il faut une forme de quête de mission. Alors après, la différence, c'est que moi, je ne considère pas qu'il y a une mission un peu unique et très long terme. Je pense qu'il y a un ensemble de missions sur lesquelles tu te construis. Et chaque mission, en fait, va se construire sur la précédente.
ou par opposition, des fois d'ailleurs, ça peut être différent. Mais voilà, j'invite les gens, voilà, même à partir des fois sur des quêtes, des missions qui peuvent paraître superficielles pour d'autres, mais en fait, s'ils en sont à ça dans leur vie, tu vois, si tu prends même la pyramide de Maslow, ben, parfois, la première mission, c'est comment survivre le mois prochain, quoi, en termes de financier, par exemple. Et on finit un jour peut-être sur des quêtes où on est en haut de la montagne à faire des choses spirituelles, mais il y a un chemin voilà, à faire, et du coup, voilà, c'est des missions, je pense que ça aide les gens on va dire, à limiter aussi le champ des possibles et à se concentrer du coup sur quelque chose qui leur parle. Quand tu dis mission, de toute façon, c'est des projets. Je sais que quand tu parles de projet, ce que j'ai bien aimé dans le livre, c'est cette notion aussi de cycle. Il y a des projets courts, projets qui, après court, on peut effectivement donner pas mal de granularité, mais ça peut être une semaine, ça peut être aussi 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais réfléchir dans des logiques de projet, effectivement. Comme mon livre, par exemple, c'était 18 mois, voire 24 mois au final au total. Et c'est clairement une phase de vie, une mission en fait, qui est reliée à cette phase de vie. Ça, c'est le 3e. Le 4e, on l'a évoqué, donc c'est devenir responsable et antifragile. Donc là, c'est plutôt l'idée qu'on a évoquée avant, au final, vraiment de se renforcer, tu vois, de se responsabiliser. Après, on a... alors, attends, je ne vais pas me tromper. Le 5e, c'est bâtissez votre citadelle intérieure. Donc là, c'est plutôt comment bien façonner son environnement et même travailler sa vie intérieure. Hein, tu vois, le journaling sert aussi à ça. Ça peut plutôt relier à l'attention, à la santé mentale, aux soins. Ensuite, on a su qui est vraiment relié à notre époque directement. Donc, c'est comprenez votre époque et n'en soyez pas esclave. Donc c'est vraiment l'idée un peu du pharmacone de Platon. Donc c'est l'idée que toute technique ou technologie est à la fois remède ou poison. Et c'est exactement ce que je pense de notre époque, tu vois, que ce soit l'IA, Internet, peu importe, en fait, toutes les technologies qui sont installées ou qui émergent. En fait, on peut en tirer le meilleur comme le pire en tant qu'individu et société. Et du coup, le chapitre, il sert à ça, se dire comprendre mon époque, où est-ce que je me positionne par rapport à ça et comment je ne la subis pas. Et plutôt, au début, je disais l'exploiter. Après, le terme, je crois qu'il était un peu péjoratif, peut-être, pour certains. Mais c'est cette idée un peu presque d'exploiter, de comprendre vraiment et d'extraire le meilleur de son époque. Mais de toute façon, l'idée du pharmacone, je trouve que c'est une idée que je trouve très belle. Et même parce qu'elle nous libère de la logique du jugement, en fait. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est l'idée que si on prend un couteau, tu peux t'en servir pour couper ta viande, mais tu peux t'en servir pour tuer. Donc le couteau en soi n'est pas mauvais, ni bien ni mal, c'est neutre. C'est ce que tu en fais. Ton usage, ouais. Ton usage. Et ça, c'est vrai que pour les technologies de notre époque, c'est la même chose. Et de manière générale, c'est vrai que c'est on va dire, sans condamner l'époque, etc., c'est vrai que c'est quelque chose d'assez rare en final, parce qu'il y a beaucoup de gens, ou en tout cas on va souvent entendre un certain discours de condamnation ou de mise en avant des dangers, surtout dans les médias. C'est-à-dire le côté média pour vendre, ils ont besoin de faire peur. Voilà, tu as parlé de l'IA, ils vont te parler de l'IA, il n'y aura plus d'emploi pour personne. Et quand tu arrives avec un discours et tu dis, attends, dans l'IA, il y a peut-être des risques, il y a peut-être probablement des dérives, mais il y a aussi énormément de possibilités qui sont intéressantes, et à toi de tirer parti de ça. C'est pas exploiter l'IA, donc ok, ça fait en tout cas tire-en parti. Moi, je le vois en termes de SEO, tu vois. On a eu d'ailleurs, pour l'IA, on est en tout début, donc on sait pas encore. Mais tout n'est pas clair encore ce qui va se passer. Mais on voit déjà des réactions, tu vois, au niveau des clients. Il y a des clients qui ont dit « Ah tiens, il y a l'IA, c'est fini, on rédige que des contenus pas très bons, c'est l'IA qui va tout rédiger. » Donc là, effectivement, on dit « Tiens, on va voir ce que ça va donner. » C'est pas exceptionnel, clairement. Et à côté de ça, tu as un autre type de réaction de rédacteurs, par exemple, qui ont dit « Ben non, au contraire, on va monter en qualité. » Et puis, derrière, tu as des clients qui sont devenus hyper exigeants. Et donc, d'une certaine façon, l'IA ne suit pas. Donc aujourd'hui, tu as des copywriters qui écrivent et qui se vendent extrêmement bien. Et eux-mêmes s'appuient sur de l'IA. C'est-à-dire que tu as des gens, je le vois vraiment, c'est-à-dire des très bons copywriters qui vont te faire 50% IA, 50% humain, et ça sort quelque chose de magnifique, ils le vendent super bien. Ils ont tiré le levier de l'IA, et ils n'ont pas eu peur. Et ça marche. Ouais, ça, il y a ceux qui vont se faire remplacer par l'IA et ceux qui savent l'utiliser. Oui. Et alors ça va évoluer encore dans les prochaines années, mais je partage complètement ton point. Et donc ça, c'est comprendre son époque. Et juste le dernier, ça on aura fait les 7, c'est celui qui est un peu le retour vers l'autre. Tu vois, c'est autant du 2 au 6, c'est beaucoup sur le travail sur soi, très centré sur l'individu. Et j'avais envie de finir aussi sur quelque chose qui est plus en lien avec autrui. Et du coup, c'est construisez votre jardin d'Épicure et transmettez un héritage. Et ça, j'aime bien, du coup, parce que c'est un peu, au final, une de mes, en tout cas, à mon sens, un des buts de la vie, c'est aussi la profondeur des liens humains, la construction d'une famille, en tout cas, la construction d'une communauté. Communauté pas au sens américain, communauté au sens tes proches. Ça peut être des amis, ça peut être une famille, voilà, c'est ce que chacun veut mettre dedans. Et un côté un peu le retour, un peu comme Homère dans l'Odyssée. Parce qu'à un moment, en fait, tu peux avoir un voyage qui soit intellectuel, un voyage même géographique,
Je trouve ça bien en fait à un moment de se reposer, enfin de se poser et de transmettre. Donc voilà, je voulais finir là-dessus. Et ça parle aussi du rapport à la mort aussi, comme c'est la fin du bouquin, c'est un sujet qui me tenait à cœur, de parler un petit peu genre, de la finité, enfin le fait qu'on va disparaître, la finitude, pardon. Donc voilà, ça c'est le 7e. Mais alors ce 7e point, effectivement, c'est un sujet en soi. Mais on sait bien que tu as fini là-dessus, parce qu'on pourrait reprocher un peu au développement personnel, au stoïcisme, etc., ce côté un peu introspectif, qui presque parfois narcissique. On va dire, tiens, tu t'occupes trop de toi. Mais en réalité, moi, quand j'ai lu ton livre, je me suis rendu compte, si tu veux aider l'autre, il vaut mieux déjà s'aider soi-même. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas égoïste dans cette approche. En fait, c'est une approche saine, dans le sens où il y a un parcours. J'ai découvert le concept de la seconde montagne, c'est-à-dire déjà tu dois faire déjà un travail sur toi si tu veux aider. Et puis en fait, souvent tu te réalises plus dans le partage, mais encore faut-il que tu aies quelque chose à partager. Si tu n'as rien à partager, je veux dire, ça ne va pas aider autrui. Et ça, c'est vrai que c'est assez, pour moi, c'est assez éclairant. Il y a une idée, je voulais revenir, peut-être c'est une idée que je voulais approfondir avec toi, parce que je l'ai lu dans le texte, dans le livre, mais c'était ce que c'est une citation où tu dis, pour toi, la liberté, puisque la vie intentionnelle, c'est aussi une forme de... On lâche un peu les amarres, on essaye de créer une vie, on est soi-même décideur d'un certain nombre de choses, et donc tu dis, la liberté, c'est choisir ses contraintes. Alors, dit comme ça, c'est pas ce qu'on entend habituellement par la liberté. Et moi, je me suis dit, tiens, ça m'intéresse de t'écouter parce que, tu vois, par exemple, quand j'ai décidé de devenir freelance, j'attendais, effectivement, on m'a vendu la liberté. Et après, tu te rends compte qu'en fait, il y a quand même beaucoup de contraintes. Peut-être tu n'as pas un patron, tu as des clients. Et il y a parfois même plus de contraintes. Tu n'es pas sûr d'être payé, il y a plein de problèmes, etc. Et on est toujours en quête de liberté et tu découvres toujours des contraintes. Et t'en sors jamais. Et puis, alors toi, tu viens et tu dis une définition un peu différente. T'as pas de citation, enfin, j'ai pas vu en tout cas dans le livre. Tu dis dans la liberté, c'est choisir ses contraintes. Alors tiens, ça m'intéresse parce que beaucoup de gens veulent devenir freelance, par exemple, tu vois. Et ils imaginent qu'ils vont découvrir la liberté. Et là, tu changes un petit peu la quête. Tu dis non, c'est autre chose la liberté. Mais vas-y. Il y a plusieurs choses. Il y a 2-3 points que je vais développer. Le premier, c'est de se dire la liberté, en fait, sur la vie, tu peux la voir comme des jeux, en fait, composés de multiples jeux. Et par exemple, l'entrepreneuriat, tu vois, il y a différents même jeux d'entrepreneuriat. Tu vas avoir les startups, les freelances, tu vois, le soloprenariat, tu vas avoir différents modèles. Et du coup, c'est déjà comprendre, on va dire, dans quel jeu je m'engage. Quand j'ai monté ma startup, tu vois, donc Fetch, c'était il y a 8 ans maintenant. J'avais 23 ans, je ne savais pas trop dans quoi je m'engageais. C'est pas forcément que négatif, hein. D'ailleurs, des fois, il y a une naïveté, moi j'appelle ça la naïveté positive, tu vois, c'est que tu sais, ils ne savaient pas donc ils l'ont fait. Tu vois, il y avait un livre, je crois, qui s'appelle comme ça. Ça a du bon, mais en même temps, tu vois, plus le temps passe et plus je me dis c'est quand même bien d'être au fait dans quoi on s'engage quand c'est des choses qui sont relativement long terme et impactantes sur ta vie perso ou ta vie pro. Donc c'est déjà, voilà, choisir, de par choisir un jeu, en fait, il y a une forme, pas de contrainte, mais au moins de délimitation. Et après, là où je vais aller encore au-delà de ce concept-là, c'est l'idée que pour avoir expérimenté, par exemple, une liberté, pas totale, mais une liberté relativement forte en 2018-2019, après avoir cédé ma startup, en fait, quand tu n'as aucune contrainte ou que tu ne choisis pas tes problèmes, pour prendre un synonyme, ça vient plus de Mark Manson, de l'art subtil de s'en foutre, et c'est pas forcément une vie très agréable non plus. Parce que tu as l'impression que c'est un petit peu comme si c'est dans l'air et que t'as pas de gravité, t'as pas un truc qui t'ancre. Alors qu'au moins, quand tu choisis un projet, en fait, c'est aussi renoncer à une infinité de projets. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'en fait, la liberté que les gens aimeraient parfois, c'est la liberté de tout faire. Mais en fait, personne ne veut réellement tout faire, tu vois. En fait, tout le monde veut pouvoir choisir ce qu'il aimerait faire ou ce qu'il pense qu'il aimerait faire. Donc c'est plus ça que j'essaye d'expliquer en réalité. Alors, du coup, choisir d'une certaine façon ses contraintes, ce serait par exemple choisir, ça peut être aussi un jeu. Donc, un jeu, il y a des règles, donc il y a des délimitations. Ouais. Mais c'est pas forcément douloureux. C'est pas forcément. Tu peux. Et après, dans la vie, peut t'amener aussi à changer, de vouloir changer de jeu. Mais globalement, effectivement, ce que tu décris, c'est que si vraiment tu ne vis que dans une vie où avec plein d'options et tout est tout le temps possible, ça te rend pas forcément. Tu vois, par exemple, en processus d'écriture de mon livre, tu vois, la liberté, c'est choisir ses contraintes, pour reprendre ce concept. Il y a un moment, tu vois, si je voulais écrire un livre, il a fallu que je m'isole à un certain nombre d'heures par jour. J'ai même décidé, alors c'était pas que lié à ça, mais d'aller à l'étranger pour avoir un peu plus de tranquillité et vivre des expériences aussi plus facilement. Tu vois, il y a des choses qu'on peut faire plus facilement des fois à l'étranger que dans son propre pays. En tout cas, ça ouvre l'esprit sur certains sujets.
Donc tu vois, il y a des fois où je me disais, voilà, c'était une contrainte parce que typiquement, bah, tu vois, moi j'aime bien avoir mes livres autour de moi, j'aime bien avoir ma bibliothèque et elle n'était pas là. Bon, c'est un exemple peut-être qui ne parlera pas à tout le monde, mais il y a l'idée en tout cas il y a eu des contraintes qui sont matérialisées de par ce choix. Et en fait, tout choix qu'on fait, en fait, génère soit des problèmes qu'on est prêt à avoir. Donc par exemple, encore une fois, dans le cas d'un écrivain, ça va être le problème de est-ce que je suis prêt à passer 4 à 6 heures par jour tout seul tous les jours. T'as des gens, ils veulent écrire un livre, mais ils sont pas prêts, on va dire, pendant 1 an et demi, à passer énormément de temps dans leur tête et à bloquer autant d'heures, sans parler d'autres choses en plus, où tu peux pas faire d'autres projets. Enfin, c'est vraiment beaucoup. Écrire un livre, c'est énormément de contraintes, par exemple. Je n'ai pas pu faire d'autres business pendant 1 an et demi, il y a beaucoup de choses que j'ai dû mettre en pause, quoi. Alors, ce qui est terrible aussi, c'est que parfois, on n'a pas forcément conscience de tout ça. C'est-à-dire, par exemple, moi, pendant longtemps, j'ai hésité. J'allais créer une agence. Et quand j'ai découvert les contraintes de l'agence, c'est-à-dire d'avoir du salariat, etc., avec tout ce que ça implique en termes de management, alors que j'avais vécu longtemps freelance, je me suis dit non mais en fait c'est pas pour moi. Et en plus pire, c'est même culturellement, je me suis rendu compte que j'avais plus de facilité à parler à d'autres freelances. Maintenant j'ai un collectif de freelance, je dirige donc Accolades qui est un collectif de freelance, et je suis resté moi-même freelance. Et là même, je dois dire, manager des freelances, ça me va, parce que là il y a des gens qui sont autonomes, ils peuvent me dire non. J'aime bien une relation, tu vois, horizontale, il n'y a pas de hiérarchie, etc. Ils peuvent me dire non, il n'y a pas de... Le lien de subordination, il m'était insupportable pour moi, et il m'est insupportable aussi d'imposer à d'autres autre chose. Et par contre, effectivement, tu vois, même voilà, dans le cas du collectif de freelance, j'entends ta logique, c'est-à-dire que finalement, c'est les contraintes que j'accepte. Il y a des contraintes. Il y a des limitations, forcément. Quand on est freelance, il y a des limitations. Mais si je dois faire entre freelance ou salarié, bon, pour moi, c'est clair. Ça veut dire qu'est-ce que je préfère. Voilà. Après, accepter aussi qu'il n'y a pas de réalité parfaite aussi, c'est un peu dur. De se dire, je ne peux pas avoir que les avantages du freelancariat et tous les avantages du salariat. Il y a un peu sortir des schémas. Tu vois, peut-être le stoïcisme t'aide à ça aussi, peut-être, d'accepter la réalité telle qu'elle est, quoi. Oui, alors, plein de philosophes ont réfléchi sur le réel. Nietzsche aussi, tu vois, c'est le concept amor fati, accepter ce qui est, accepter son destin. Mais au-delà même de la philo, en fait, je pense que oui, c'est plutôt simple d'accepter en réalité que aucune situation ne sera parfaite. La liberté, encore une fois, la liberté totale, voilà, clairement, je pense pas que ce soit souhaitable. Donc, on a tous besoin à un moment de délimiter un petit peu notre perspective, tu vois, de faire des choix. Et parce que sinon, on ferait rien, en fait. C'est comme si on serait devant un rayon de supermarché, tu vois, il y aurait 10 000 marques de pâtes, tu vois, et on saurait jamais laquelle choisir, en réalité, tu vois. Donc, à un moment, et d'ailleurs, c'est stressant, tu vois, c'est oppressant quand on est dans un supermarché avec beaucoup de choix, et que tu n'as pas l'habitude de faire les courses, tu vois, par exemple, et tu sais pas, du coup, c'est quoi la marque que tu dois prendre, ou quel type de pâtes tu veux acheter. Bah, ça serait stressant. Donc, je pense que la délimitation du choix peut aussi aider. Après, la chance qu'on a aussi à notre époque, tu vois, c'est que, à contrario, c'est qu'on a aussi beaucoup plus de possibilités. Oui. C'est aussi enviable, tu vois, par rapport à des gens qui ont vécu dans les siècles précédents. Donc c'est toujours une question de mesure. Tu vois. C'est comment, en fait, dans un monde infini, avec énormément d'opportunités, de possibilités, j'arrive un petit peu à réduire, tout en mettant dans ce panier dans lequel, en fait, je peux choisir mes choix, des choses qui m'intéressent, quoi. Ouais, c'est ce que tu disais aussi, ça veut dire cet aspect qu'en fait, bon, il y a quand même un énorme plaisir à se dire, je suis libre de choisir mes contraintes. C'est-à-dire que ce que tu disais, par exemple, comme on est français, alors je peux vivre dans un certain nombre de pays assez facilement. Tu as pu partir à Budapest parce que tu es français. Et avec un passeport européen, tu as quand même pas mal de possibilités qui te sont offertes. Après, tu choisis d'être à Budapest avec les avantages et les inconvénients de Budapest. Mais et c'est vrai que par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas le choix, qui ne pourrait pas sortir je suis allé aussi à Istanbul. D'accord. Pendant 3 mois l'an dernier. Et tu vois, il y avait des gens que j'ai rencontrés. Pour eux, c'était pas vraiment un choix d'être à Istanbul. C'est en fait leur nationalité, leur pays, en fait proposait tellement peu d'opportunités qu'eux, il fallait aller à Istanbul. Et pour eux, en plus, il n'y avait même pas le bon côté, parce qu'en plus, ça coûtait plus cher. Enfin, tu vois, il y avait des vraies complications, alors que pour moi, c'était beaucoup moins cher Istanbul qu'une ville comme Paris, évidemment. D'accord. Donc effectivement, et d'ailleurs, c'est aussi prendre conscience on va dire aussi dans la vie sociale, un peu des limites. Tu vois, forcément, notre génétique va nous limiter, donc il ne faut pas non plus se leurrer, on ne peut pas tout réaliser, tu vois. Des gens, tu vois, je sais pas, moi je suis 1m73, j'aurais pas pu jouer à NBA par exemple, tu vois. Je pense que je fais aussi à peu près 1m73, 1m74, quelque chose comme ça, donc on doit faire à peu près la même taille. Mais c'est vrai que par rapport au développement personnel à qui on a reproché, tu peux tout faire, tu peux être que tu veux. C'est vrai que le côté introspectif t'oblige à te délimiter. Mais moi, il y a un concept qui je sais, m'a accompagné et qui continue à m'accompagner. C'est qu'en fait, même tes faiblesses et tes limitations,
Ça peut être aussi ce que tu appelles, je ne sais pas s'il est de toi ou tu l'as repris d'ailleurs, même si j'ai aucun problème sur le côté copywriting, parce que moi je trouve que ça qui est sympa, c'est il y a plein de notes, tu caches pas les références, etc. En tout cas, tu vois, moi ce que j'aime chez Jean-Charles, c'est qu'il m'a ouvert à plein d'autres livres. Mais il y a un concept que tu as développé, qui est la notion de monopole personnel. Et ça, pour moi, c'est un truc assez libérateur, parce qu'au final, c'est de te dire, ok, je fais 1m73, il y a des choses que je peux pas faire, mais c'est aussi, en même temps, 1m73, c'est grand par rapport à d'autres personnes qui feraient, je sais pas, 1m50. Je vais m'assumer comme tel, et je vais être identifiable, et au final, je vais exprimer une certaine singularité, les gens vont s'attacher à ma personne, et puis finalement, je vais attirer vers moi des personnes qui me correspondent. Moi, ce que j'ai aimé dans ton livre, dans tes écrits, ce que j'aime encore, c'est cet aspect, à partir du moment où tu fais une introspection et que tu commences à bien te connaître, tu es plus en mesure de t'accepter, être moins dans le fantasme, de ressembler à autre chose. Parce que finalement, tu trouves ton compte et tu attires vers toi des gens qui te correspondent. Donc toi, tu parles par exemple de monopole personnel. Ça, je pense, alors je sais pas, peut-être que je me trompe, mais ça ressemble peut-être, je sais pas si Naval Ravikant, c'est lui qui en parle. T'en as plusieurs, mais le terme, je crois que c'est Jack Butcher, un gars sur Twitter qui écrit Visualize Value, et David Perel de Rite of Passage dans l'écriture, qui en ont parlé à un certain nombre d'années, il y a quelques années. Donc c'est pas une création originale. Après, ce qui est intéressant, en fait, c'est dans le chapitre, effectivement, le principe 6, du coup, sur la compréhension de son époque et le fait d'en tirer profit et pas la subir. C'est vraiment, en fait, je pense, l'idée qu'il y a derrière, c'est qu'on vit une époque où on allait très loin, on va dire, les 200 dernières années dans l'hyper-spécialisation. Et en fait, les gens devaient, en fait, donc se spécialiser de manière outrancière et aussi se conformer à un modèle. Tu vois, l'école, par exemple, on dit souvent de manière un peu péjorative, elle n'a pas vraiment changé depuis 150 ans, 200 ans. Et du coup, on était là pour amener des gens à l'usine, en fait, qui se ressemblaient, presque des copier-coller, tu vois. Et en fait, on rentre dans une ère où il y a vraiment un intérêt même financier, ou là même du intérêt du sens, parce que je pense en termes de sens, c'est très important, de se différencier. De ne pas être une pâle copie et de ne pas être une garantie pour l'entreprise, comme on va voir à l'usine, on voulait être sûr que tu travaillais comme ça. Là, on va aller chercher plutôt quelqu'un qui a un savoir spécifique ou qui a un ensemble, effectivement, via sa personnalité, ses centres d'intérêt, par exemple, dans mon cas, la philosophie, que je vais aller associer au business, et des compétences, tu vois, qui vont faire un ensemble qu'ils appellent le monopole personnel. Et je précise juste un point sur ce que tu dis, c'est pour moi hyper important, c'est que quand on dit monopole personnel, ça ne veut pas dire recherche la niche, comme si tu devais coller à une niche qui serait peu exploitée. Là, l'effort que tu demandes, c'est plutôt, ok, qu'est-ce qui dans ma singularité, mes intérêts, ce qui me plaît, qu'est-ce que je peux proposer et répondre sur le marché, voilà, par exemple, ici de manière financière, comment, avec qui je suis, avec mes forces et mes faiblesses, je peux apporter telle ou telle chose. C'est différent d'une réflexion, ce que j'ai eu, si tu veux, moi de mon expérience, c'est que j'ai beaucoup de gens qui viennent, je parle sur Malte, ou des freelances qui réfléchissent soit quelle est la niche inexploitée dans laquelle je peux rentrer, donc comme s'ils faisaient un peu fi et abstraction de qui ils sont. Ils ne feraient pas ce travail introspectif. Ils vont essayer de trouver la bonne idée. Tu vois, c'est un peu l'erreur des startups. Il n'y a pas de bonne idée. Tu vois. Donc, premier problème, c'est ça. Et le deuxième aussi sujet, c'est qu'effectivement, beaucoup de gens me disent « Non, mais toi, tu as 300, 400 missions sur Malte. Moi, comment je vais me distinguer ?» Et en fait, c'est souvent faux. Hein. Tu vois, j'ai coaché pas mal de gens sur Malte. Alors, je ne dis pas que les plateformes, c'est la panacée, etc. Mais malgré cela, tu vois, on le voit sur LinkedIn, on le voit sur plein d'autres plateformes, il y a la possibilité d'exprimer une singularité, de proposer une offre et d'être identifiable en fait. Et souvent, pour y arriver, ça demande de l'introspection, ça demande parfois de parler de sujets d'intérêt, de montrer un intérêt sincère pour des sujets. Et les gens, de manière presque implicite, sans qu'on l'ait forcément explicité, ils se rendent compte, ah tiens, cette personne, c'est ça. C'est pas forcément très, comme tu dis, voilà, c'est pas forcément conscientisé, mais ils ont imaginé quelque chose, et puis quand ils ont un problème, où ils se disent, tiens, c'est la bonne personne. Tu vois, un peu comme ça m'est arrivé personnellement. Je me suis dit, tiens, par rapport à mes problématiques, ça vaut la peine que je contacte Jean-Charles pour du coaching. Parce que, je suis à un moment où, agence, ça me parle pas, tu vois, les contraintes que j'ai, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que je fais, où j'en suis ? Et là, pour moi, ça a été... en tout cas, je te suis clairement redevable là-dessus. Pour moi, tu as la notion de monopole personnel, ça a été pour moi quelque chose d'important. Tu vois, d'accepter ça, d'accepter qui je suis, de dire, attends, mais finalement, on me choisit. Quand on travaille avec moi, on me choisit pas forcément par rapport à mes compétences et par rapport à la niche que j'exploite, qui est actuellement le SEO, mais par rapport à qui je suis. En fait, moi, je suis bien plus large que le SEO. Il y a plein d'autres choses qui m'intéressent. Et là, c'est un peu, tu vois, ce que philosophie, entrepreneuriat, toi, tu viens avec plein de sujets et tu en parles. Et puis les gens, demain, tu as créé une audience. Et cette audience, elle peut te suivre, même si demain, tu vas parler d'un autre sujet que tu n'as pas encore abordé aujourd'hui.
Ouais, je pense que un petit peu un des buts finaux, un peu sur le point de vue business, en tout cas, c'est que la personne vienne te voir, en fait, pas parce qu'elle veut un coach, par exemple, tu vois, ou quelqu'un en SEO, mais parce qu'en fait, elle a envie de travailler avec toi, et Oui. elle se dit que c'est intéressant d'explorer le sujet, et que, en fait, elle te met pas en concurrence avec deux, trois autres personnes, en fait, c'est juste, c'était toi ou personne d'autre. Et ça, mais le pire, c'est que bon, ça demande la création de contenu, ça demande quand même de parler, de sortir un petit peu de soi, mais c'est pas si inaccessible. Parce que finalement, il y a combien de créateurs par rapport au nombre de consommateurs? Enfin, je sais pas si c'est toujours vrai, mais on dit qu'il y a à peu près 1% de créateurs, par exemple, sur LinkedIn. Mais je pense de manière générale, c'est assez vrai. C'est-à-dire qu'il y a encore une énorme marge en fait, de progression. Il y a beaucoup de gens qui gagneraient à créer des contenus, qui trouveraient leur audience. Et on est tous, de toute façon, consommateurs également, et on cherche tous des pairs, des gens avec qui parler. C'est le dernier principe pour moi qui est assez aussi intéressant, c'est ce fameux jardin d'Épicure. On peut tous trouver un groupe avec lesquels on va partager un certain nombre de choses, et pas besoin de faire des énormes audiences. Moi, c'est un des éléments aussi qui m'a rassuré, c'est de me dire, bon, ben, pas besoin de faire, je veux dire, moi, mon audience, c'est pas MrBeast, et ça m'intéresse pas, de toute façon, je me vois pas comme youtubeur, mais je peux avoir 1000 abonnés, avoir 500 abonnés, et c'est de la qualité, et des gens vont m'identifier, ils vont me contacter pour du business, même au-delà, et ils ont une image assez précise de qui je suis, ce que je peux leur amener. Et ça, pour moi, ça a été quelque chose d'assez intéressant. En tout cas, merci beaucoup, Jean-Charles, de ta venue. Et je conseille encore le livre, qui sort donc le 7 septembre, Vie intentionnelle. Voilà. S'ils veulent des questions, en tout cas, au-delà du livre, vous pouvez suivre Jean-Charles pour te suivre, en fait, c'est LinkedIn. Ouais, LinkedIn et surtout la newsletter dans la tête d'un entrepreneur, en priorité, je pense même. Merci beaucoup, Jean-Charles. Merci, Daniel. À bientôt. À bientôt. Ciao.